Actuellement, la Chine a en fait bloqué l'exportation de terres rares vers le Japon. En conséquence, le Japon fait face à sa plus grande crise depuis l'escalade des tensions avec la Chine. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail la situation actuelle. Regardons cela tout de suite. Le 6 janvier, le ministère chinois du Commerce a annoncé renforcer le contrôle des exportations de biens à double usage vers le Japon. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une annonce interdisant l'exportation vers le Japon de tous les biens pouvant être utilisés à des fins militaires, et cette mesure a été appliquée immédiatement. Les biens à double usage incluent les terres rares et les minéraux stratégiques essentiels à la fabrication de pointe, les semi-conducteurs avancés, les drones, les avions, les moteurs, etc. Nous allons nous concentrer sur ces terres rares. La Chine représente plus de 90% du traitement mondial des terres rares. En particulier, les biens à double usage incluent non seulement les terres rares, mais aussi des minéraux stratégiques, comme le tungstène, le gallium, le germanium et le graphite. Cela devrait causer de gros dommages à l'économie japonaise, n'est-ce pas ? Immédiatement, dans le cas du tungstène, c'est un minéral indispensable pour les chars, les avions de combat et les semi-conducteurs. Le gallium et le germanium sont utilisés dans les panneaux solaires et les lasers, tandis que le graphite est un matériau clé pour les batteries. Mais ils ont bloqué tout cela. La Chine impose une interdiction d'exportation des biens à double usage, plus stricte qu'avant. En 2010, la Chine avait déjà répliqué au Japon lors du conflit des îles Senkaku, en retardant le dédouanement des terres rares exportées. Mais ce n'était qu'un retard, alors qu'aujourd'hui, il s'agit d'une interdiction totale. Dans cette situation, le Japon doit immédiatement s'inquiéter des dommages potentiels causés par les terres rares. De plus, la Chine a continué à prendre des mesures de rétorsion contre le Japon, notamment en réduisant le nombre de touristes se rendant au Japon, en imposant des restrictions sur les contenus culturels japonais. La Chine a tenté de riposter, mais comme cela n'a pas vraiment fonctionné, elle est allée jusqu'à bloquer l'exportation des terres rares. Et ce n'était pas tout. La Chine n'a pas seulement bloqué les exportations directes vers le Japon, elle a également clairement exprimé son intention de fermer toutes les voies permettant au Japon de se procurer des terres rares via des pays tiers. La Chine a averti que toute exportation de terres rares vers le Japon, sous n'importe quelle forme, pourrait entraîner des sanctions pour les entreprises et pays concernés. En particulier, la Chine a publiquement mentionné que si une entreprise américaine importait des terres rares chinoises puis les réexportait vers le Japon, cette entreprise américaine subirait également des sanctions, élevant ainsi le niveau de la situation d'un cran supplémentaire. Cette mesure revient en fait à officialiser un boycott secondaire. Cela signifie que le Japon veut empêcher à l'avance tous les scénarios dans lesquels il tenterait de se procurer des terres rares de manière détournée via les États-Unis, l'Asie du Sud-Est ou l'Europe. Si le Japon ne peut échanger ni directement avec la Chine ni via d'autres pays, il n'a presque plus d'options. Même si les prix montent, le Japon devra négocier avec la Chine, ou s'appuyer sur des chaînes d'approvisionnement alternatives, actuellement irréalistes. Cet avertissement ne vise pas que le Japon. En citant les entreprises américaines, la Chine avertit clairement que tout acteur impliqué dans les terres rares en subira les conséquences. Cela signifie que toutes les entreprises cherchant à aider le Japon, ainsi que les pays souhaitant commercer avec le Japon en utilisant des terres rares chinoises, pourraient également être soumis à des pressions. En une seule phrase, la Chine resserre l'étau sur le Japon tout en lançant une pression intense calculée contre les États-Unis et leurs alliés. Le Japon a réalisé, après le contrôle des exportations de terres rares en 2010, les risques de dépendre d'un seul pays pour des ressources essentielles, et a tenté d'adapter sa chaîne d'approvisionnement, sans encore y parvenir totalement. Le Japon dépend toujours à plus de la moitié des terres rares chinoises, et il s'appuie particulièrement sur la Chine pour des matières premières essentielles, à l'industrie des batteries et des semi-conducteurs, comme les terres rares et le graphite. Certains estiment donc qu'en cas de contrôle réel des exportations, l'impact serait inévitable. Je vais vous prouver l'importance de ce sujet. Un rapport de l'Institut de recherche Nomura, publié le 28 novembre 2025. Avant la nationalisation des îles Senkaku en 2012, le Japon dépendait à 85% des terres rares chinoises. Malgré des efforts pour diversifier ses sources, il s'approvisionne toujours à 58% auprès de la Chine. Les changements restent insuffisants. En particulier pour des éléments comme le néodyme utilisé dans les moteurs de véhicules électriques, ou le dysprosium et le terbium, qui sont des matériaux auxiliaires pour les aimants. La dépendance du Japon envers la Chine pour ces terres rares lourdes est presque de 100%. Évidemment, si l'approvisionnement en terres rares devient instable, il y a de fortes chances que l'impact s'étende non seulement à l'industrie automobile, mais aussi aux composants électroniques, aux installations d'énergie éolienne, aux équipements médicaux et à l'industrie aérospatiale. Ce sont tous des secteurs qui utilisent des terres rares en provenance de Chine. Bien sûr, il existe des technologies alternatives, mais comme les coûts augmentent d'autant, on prévoit que les dommages ne seront pas négligeables. Selon l'Institut Nomura, si les restrictions sur les terres rares durent 3 mois,
le Japon pourrait perdre 660 milliards de yens, soit environ 6100 milliards de wons. Si les restrictions durent un an, les pertes atteindraient 2600 milliards de yens, 24 019 milliards de wons, et le produit intérieur brut pourrait diminuer. On voit clairement que le Japon est désemparé. Selon un article du journal Asahi, un responsable du ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les restrictions avaient été renforcées à ce moment-là, exprimant ainsi le sentiment que le Japon avait été pris de court par les mesures chinoises. Kanai Masaaki, directeur Asie-Océanie au ministère japonais des Affaires étrangères, a regretté une mesure visant uniquement le Japon, la jugeant inacceptable et contraire aux pratiques internationales. Il a protesté contre la mesure chinoise et exigé son retrait. Le Japon observe la situation, mais cela ne signifie pas qu'il n'a aucun moyen de riposter. Il semble que le Japon pourrait immédiatement renforcer les restrictions à l'exportation de certains matériaux pour semi-conducteurs. Si le Japon commence également à utiliser des mesures de rétorsion, cela pourrait avoir un impact considérable sur l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Pourquoi la Chine a-t-elle soudainement adopté ce comportement ? C'est simple, le conflit entre le Japon et la Chine n'est pas encore terminé. Début novembre, le Premier ministre Kaichi a annoncé vouloir intervenir militairement à Taïwan, provoquant une forte réaction de la Chine. Mais ce conflit n'est toujours pas résolu. Est-ce que la Chine a sorti la carte des terres rares pour accentuer la pression sur le Japon ? Immédiatement, Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a critiqué que le Premier ministre Kaichi ait exprimé des doutes lors de sa conférence de presse du Nouvel An sur le renforcement de la défense via la révision des principaux documents de sécurité. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a qualifié cette évolution de dangereuse, accélérant la remilitarisation du Japon, et affirmé que la Chine s'y opposerait fermement. Le journal japonais Nihon Keizai a également rapporté qu'il existe des observations selon lesquelles la Chine, forte de son expérience d'avoir obtenu des concessions des États-Unis, exercerait désormais des pressions sur le Japon, en gardant à l'esprit les terres rares. La Corée du Sud observe la situation, tandis que la Chine bloque les exportations de terres rares vers le Japon lors de la visite du président Lee Jae-myung en Chine. La Corée du Sud, en observant ces actions de la Chine, a exprimé l'espoir que le conflit entre le Japon et la Chine se résoudra de manière pacifique, tout en soulignant que le rôle de la Corée du Sud reste limité et en adoptant une position en retrait. Le problème, c'est que la majorité des experts estiment que le conflit entre le Japon et la Chine pourrait aussi avoir des répercussions sur la Corée du Sud. Pourquoi cela ? Parce que, actuellement, la chaîne d'approvisionnement entre la Corée du Sud et la Chine dans les industries de pointe est extrêmement complexe. Le Japon importe de Chine des matières premières rares, fabrique des composants essentiels pour semi-conducteurs, smartphones et moteurs, puis les exporte en Corée du Sud, qui les utilise pour produire des biens finis exportés à l'étranger. Autrement dit, si les entreprises japonaises de matériaux, de composants et d'équipements ne reçoivent pas à temps les terres rares, les coûts augmentent et elles ne peuvent pas produire correctement les composants nécessaires. La Corée du Sud aussi ne peut éviter l'augmentation des coûts de production ou les perturbations dans la fabrication des produits finis. À ce stade, il est essentiel de mentionner un acteur clé, les États-Unis. Si l'on considère la situation actuelle uniquement comme un conflit bilatéral entre la Chine et le Japon, on risque de passer à côté de l'ensemble du tableau. Le Japon n'est pas seul. Derrière le Japon, il y a déjà les États-Unis. Au moment où la Chine a sorti la carte des terres rares, le théâtre de ce conflit s'est automatiquement élargi à l'ensemble de l'Asie de l'Est, ou plus précisément, au cœur de la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis considèrent depuis des années le monopole chinois sur les terres rares comme le principal risque stratégique, pour une raison évidente. Les terres rares sont à la fois des ressources pour l'industrie civile et la base essentielle de la puissance militaire. Sans elles, rien ne fonctionne. Ni les chasseurs F-35, ni les missiles, ni les dispositifs de guidage, ni les radars, ni même les navires de guerre à propulsion électrique. Du point de vue des États-Unis, le simple fait que la Chine contrôle cette ressource constituait déjà une menace pour la sécurité. C'est pourquoi les États-Unis ont agi bien plus tôt que le Japon. Les États-Unis investissent avec l'Australie et le Canada dans le développement de mines de terres rares, profitant de leurs importantes réserves. Capitaux et technologies américaines y sont déjà largement engagés. Pour établir une chaîne d'approvisionnement allant de l'extraction au raffinage sur le continent nord-américain, les États-Unis mobilisent même des subventions et collaborent activement avec le Vietnam. Le Vietnam représente-t-il une autre carte à jouer ? Le Vietnam, au sud de la Chine, détient d'importantes réserves de terres rares. Les États-Unis renforcent donc leurs liens avec ce pays pour en faire une alternative à la Chine. L'inclusion de pays africains renforce la ceinture de terres rares, menée par les États-Unis pour s'éloigner de la Chine. L'essentiel est que le Japon joue un rôle majeur, et n'est pas qu'une victime, mais un partenaire clé des États-Unis pour les terres rares. Les entreprises japonaises possèdent un niveau mondial en matière de technologie de raffinage et de capacité de traitement des matériaux, et les États-Unis utilisent activement l'expertise technologique du Japon dans la réorganisation, rien qu'en s'appuyant sur son approvisionnement. Le système de stockage conjoint, nippo-américain, les investissements conjoints dans les mines et les discussions sur le développement technologique commun sont déjà en cours. Autrement dit, il faut considérer que le Japon ne fait pas face seul à la Chine, mais qu'il gagne du temps avec les États-Unis. Si l'on regarde les choses ainsi,
La récente mesure de la Chine semble viser directement le Japon. Mais en réalité, il s'agit bien plus d'une pression indirecte exercée sur les États-Unis. La Chine a d'abord averti contre les efforts américains de réorganiser la chaîne d'approvisionnement en Asie de l'Est via le Japon. Pour la Chine, le Japon sert de test et de message. S'il cède, les États-Unis seront sous pression. Mais s'il recule, la Chine pourra garder sa domination sur les ressources. C'est pourquoi il faut considérer ce blocage des exportations de Hitor non pas comme une simple mesure de représailles à court terme, mais comme une partie d'une stratégie à court terme. En frappant le Japon, la Chine envoie aussi un signal aux États-Unis, montrant jusqu'où elle peut aller, en utilisant l'histoire comme arme. Ce signal vise également la Corée, Taïwan et l'Europe. Depuis que la Chine a publié cette carte, le conflit n'est plus commercial, mais une lutte pour l'hégémonie des ressources. Une nouvelle guerre déjà engagée. Comment finira-t-elle ? Laissez vos commentaires. La vidéo se termine ici, merci.